Bonjour à tous. Je voudrais remercier la commission scientifique du GFRUP qui m'a invité à vous parler de la prise en charge précoce de l'enfant polytraumatisé. Et dans le terme de précoce, l'idée de la commission scientifique était que je vous présente la partie préhospitalière de la prise en charge de cet enfant. L'ensemble des iconographies ou la quasi-totalité des iconographies de ma présentation sont issues du manuel ERC du RAMP et donc vous verrez apparaître le copyright de l'ERC sur ces iconographies. J'ai pas de conflit d'intérêt pour vous présenter cette conférence. L'ensemble des problématiques qui s'offrent à nous lorsqu'on prend en charge un enfant polytraumatisé tiennent en fait à la rencontre de deux choses qui sont d'une part une situation qui a des particularités et un patient qui a également des particularités. Les situations qui font que cet événement est particulier sont que c'est un événement qui est à la fois fréquent et grave, et puis qui représente la première cause de mortalité et première cause de handicap de l'enfant entre 1 et 19 ans. Et que sa gravité tient essentiellement chez l'enfant à son association au traumatisme crânien, qui représente une cause de décès non négligeable chez l'enfant polytraumatisé. Le cerveau de l'enfant en développement est également soumis aux agressions cérébrales secondaires qui seront en fait tout l'enjeu de notre prise en charge préhospitalière. C'est une prise en charge qui se situe en dehors de l'hôpital et donc qui est soumise à certaines contraintes que nous verrons. Et le facteur temps est important puisque la prise en charge d'aval sera médico-chirurgicale et donc la notion de golden hour est absolument applicable sur cette prise en charge. Cet événement particulier donc survient chez un patient particulier. Et là, les pédiatres sont assez familiers de toutes ces particularités anatomo-physiologiques qui tiennent au fait que l'enfant n'a pas des voies aériennes comme celle d'un adulte, notamment à cause de son occiput saillant. Il a une tête volumineuse, il a une cage thoracique qui est élastique et une masse musculo-graisseuse qui est faible par rapport à l'adulte, ce qui rend les traumatismes, notamment thoraco-abdominal, assez différents, avec une transmission de l'impact qui est très important au niveau des organes, avec peu d'absorption de l'énergie du traumatisme au niveau de la paroi. La vasoconstriction sympathique réflexe de l'enfant avec sa performance particulière fait que également sa réponse à la situation de choc hémorragique sera différente. La problématique pédiatrique, on peut l'illustrer par la bibliographie, par des choses très simples. Une étude rétrospective nord-américaine assez récente menée sur 4 ans, chez des patients, adultes comme enfants, qui ont été soumis à un traumatisme crânien avec une diminution du score de Glasgow, une population qui était divisée donc en 2 sous-groupes, 102 enfants pour 99 adultes. Et on voit que sur la réalisation des gestes techniques et des mesures thérapeutiques, la prise en charge n'est pas homogène selon qu'il s'agit du groupe enfant ou du groupe adulte. À l'étape préhospitalière, on se rend compte que les difficultés d'intubation sont significativement plus importantes dans le groupe des enfants, avec 2/3 des enfants qui présentent des difficultés pour être intubés, alors que c'est quelque chose de l'ordre de moins d'un quart pour l'adulte. Même problématique pour l'accès intraveineux, avec des échecs plus importants et de façon significative dans le groupe enfant. L'état de stabilisation à l'arrivée au trauma center était également différent, puisque l'enfant nécessitait d'être perfusé au trauma center, puisqu'il y avait eu un échec en amont, de façon significativement plus importante aussi au niveau du groupe pédiatrique. Et le besoin de remplissage, parce qu'il était non débuté ou insuffisamment fait, était plus important dans le groupe pédiatrique. Tout ceci, toute cette problématique, les particularités de l'événement et du patient font que nous devons avoir une approche structurée et coordonnée. Le terme coordonné, c'est un peu ce qui est illustré sur cette iconographie où nous voyons quoi ? Nous voyons ce que devrait être la prise en charge de cet enfant en préhospitalier. Alors nous avons 19 personnes qui sont donc beaucoup de monde avec des rôles propres, avec des tâches qui sont interdépendantes, qui sont soumises à un facteur temps et qui sont toutes au service de la même personne, la 20e qui est au milieu. Donc on peut complètement extrapoler cette image à ce que pourrait être la prise en charge hospitalière et je vais essayer de vous présenter de façon la plus pratique possible ce que nous avons comme recommandation pour prendre en charge ces enfants dans cette situation-là. Une approche structurée, il nous est dit que méfions-nous des lésions
qui peuvent attirer notre attention et qui ne sont pas forcément celles qui nécessitent le plus notre attention, justement. Nous devons avoir une autre manière de prendre en compte cet enfant en se disant que ce qui nécessite notre action, c'est plutôt de traiter d'abord ce qui tue d'abord. Pour cela, il y a une déclinaison que vous connaissez bien, qui est applicable à la médecine d'urgence en général et qui est déclinée pour la traumatologie en ABCDE sous la forme du A avec les voies aériennes supérieures et la prise en charge du rachis cervical, au niveau du B, la respiration avec une attention particulière sur le risque de pneumothorax, au niveau du C, la circulation avec le contrôle des hémorragies, et pour le D, l'altération neurologique et le l'exposition. On va essayer de décliner toutes ces étapes-là de cette prise en charge primaire. La prise en charge des voies aériennes supérieures nécessitera qu'on ait ici une ouverture des voies aériennes prudente, considérant que tout enfant comateux au décours d'un traumatisme est jusqu'à preuve du contraire un enfant traumatisé au niveau du rachis cervical. Cela nécessite une mise en extension chez l'enfant de plus d'1 an qui doit être légère et graduelle, en tout cas, suffisante et nécessaire pour ne pas faire d'hyperextension franche. L'occiput proéminent fait que d'emblée, la position des voies aériennes va être une flexion de la tête, et donc nous devons, lorsqu'on se rend compte que l'enfant a cet occiput proéminent, plutôt creuser sous la tête, abaisser le plan de la tête, peut-être en surélevant le reste du plan du corps, pour que la tête ne soit pas en flexion à cause de cet occiput. Et de toute façon, ce rachis cervical devra être immobilisé de façon manuelle comme cela est illustré, et ensuite par un collier cervical à condition qu'on en dispose et de bonne taille. Justement, le choix du collier cervical devrait être guidé par une mesure qui est une mesure simple. Il suffit de mettre la tranche de la main d'un opérateur entre la limite supérieure de l'épaule et l'angle de la mâchoire et reporter par ce même opérateur cette longueur sur des colliers cervicales de taille adaptable pour pouvoir avoir un collier cervical qui s'adapte au cou de cet enfant. La mise en place de ce collier cervical se fera, vous voyez, toujours avec un maintien de tête qui sera réalisé jusqu'à la mise en place du collier en vérifiant au niveau du cou des informations qui seront perdues une fois que le collier cervical sera en place, c'est-à-dire un éventuel emphysème sous-cutané, un déplacement de la trachée et une turgescence des jugulaires. Ce n'est pas tout de mettre un collier cervical. Si on veut s'autoriser la levée du maintien de la tête manuelle, il va falloir empêcher les mouvements latéraux du rachis cervical avec, vous voyez selon l'âge, des sacs de sable avec sanglage au niveau de la tête. Et chez les plus petits, on peut utiliser un collier, un matelas coquille à dépression qui permet notamment sur l'occiput prééminent de creuser un espace pour que la tête soit bien en alignement avec le reste du rachis. Au niveau du B, de la respiration, l'enjeu sera à ne pas oublier la fréquence des contusions pulmonaires et le risque de pneumothorax. L'évaluation respiratoire se fera comme vous avez l'habitude de le faire sur une urgence pédiatrique avec l'acronyme FTVO pour la fréquence respiratoire, le travail respiratoire, le volume courant et l'oxygénation. De principe, l'oxygénothérapie sera commencée avec une FiO2 maximale et si la ventilation spontanée de l'enfant est inefficace, rapidement sera débutée une ventilation au masque et au ballon, même sur un estomac plein. Ensuite sera mis en place une intubation avec induction en séquence rapide puisqu'on est face à un patient qui a estomac plein. L'induction en séquence rapide est quelque chose qui est véritablement à prendre en compte dans cette situation, puisque les taux de complications de l'intubation ont été observés sur des inductions en séquence classique versus en séquence rapide, et on voit le nombre de complications passer de 25% à 8% lors de l'usage d'une séquence rapide. Alors quelle est-elle, cette séquence rapide? C'est des médicaments que vous avez l'habitude de manipuler sur des estomacs pleins. Chez le moins de 2 ans, c'est l'utilisation de kétamine à 3 mg kg et de succinylcholine à 2 mg kg. La particularité ici de l'usage de la succinylcholine est de doubler la dose par rapport aux doses habituelles. On peut associer à cette prise en charge médicamenteuse l'usage d'atropine au décours de cette séquence rapide. L'enfant de plus de 2 ans, vous trouvez une séquence rapide qui est celle de l'adulte, avec l'hypnomidate à 0,4 mg kg et la succinylcholine à la dose habituelle de 1 mg kg. Les stratégies d'intubation et de ventilation seront des stratégies bien connues des professionnels de l'urgence adulte, avec une intubation par voie orale,
un maintien de l'immobilisation du rachis cervical tout au long de l'intubation, ce qui veut dire que lorsqu'on a besoin de lever le collier cervical lors de l'intubation, alors il faut revenir à un maintien de tête, ce qui est absolument indispensable pour protéger l'enfant. Le bon positionnement de la sonde d'intubation sera contrôlé en capnographie et un monitorage de la pression du ballonnet de la sonde d'intubation sera systématique, d'autant plus si l'enfant a moins de 8 ans. Les objectifs de ventilation seront la norme au CAPNI en prévenant l'hyperventilation qui peut être un mauvais réflexe, et un sondage gastrique sera systématiquement effectué, et ce par voie orale. La recherche par le FTVO d'un pneumothorax devra être sanctionnée par un geste rapide et efficace qui est l'exsufflation. Il est exceptionnel qu'on ait besoin de recourir à un drainage thoracique sur le temps préhospitalier. Au niveau de la prise en charge de la circulation, un des enjeux sera l'identification, bien sûr, et le contrôle du choc hémorragique. Je ne m'étendrai pas énormément sur cette partie puisque ça fera l'objet de la présentation suivante. L'évaluation de la circulation dans un contexte traumatique est absolument identique à celle dont vous avez l'habitude pour l'urgence vitale de l'enfant, avec l'acronyme F+4P, qui est celui de la fréquence cardiaque, qui est celui de la pression artérielle, la perfusion périphérique, le volume des pouls et la précharge. Les enjeux de prise en charge seront la mise en place d'un accès vasculaire, la restauration volumique rapide, voire l'adjonction de traitements à type de vasopresseur et de produits sanguins. Ce que je peux vous dire rapidement sur la stratégie d'évaluation du choc dans le temps préhospitalier, c'est que c'est essentiellement clinique. On l'a vu avec le F+4P, en prenant bien garde à ce que sont les spécificités pédiatriques, avec les normes en fonction de l'âge des constantes vitales, en gardant en tête que la pression artérielle systolique est longtemps maintenue sur un choc hémorragique, avec, lorsque cette tension artérielle systolique passe en dessous des normes, la signification que l'insuffisance circulatoire est décompensée et qu'on est en une situation imminente d'arrêt cardio-respiratoire. Une excellente compensation par la vasoconstriction explique ce maintien de la pression artérielle systolique, plus particulièrement chez l'enfant. L'origine du choc est le plus souvent un choc hémorragique. On a peu de situations de choc cardiogénique en traumatologie pédiatrique. C'est quelque chose à ne pas méconnaître, notamment dans les situations d'AVP ceinturé avec des traumas à haute cinétique, avec l'impact de la ceinture de sécurité. Les hémorragies à l'origine du choc hémorragique peuvent être des hémorragies extériorisées, assez faciles à identifier, avec des hémorragies du scalp qui peuvent être rapidement importantes chez l'enfant. Mais méfiez-vous des hémorragies intrathoraciques ou intra-abdominales qui sont les plus pourvoyeuses de choc hémorragique. Nous avons peu de situations où un traumatisme crânien ou un traumatisme de membre isolé peut suffire à expliquer un choc hémorragique, et donc c'est ces hémorragies intra-abdominales ou intrathoraciques qui doivent être traquées et recherchées. L'échographie de type FAST est absolument applicable en situation pédiatrique. Elle est par certaines équipes de SMUR polyvalentes maîtrisée, et donc elle peut tout à fait être utilisée comme sur l'iconographie que vous voyez une hémorragie périhépatique. La stratégie d'accès vasculaire nécessite la mise en place de 2 accès vasculaires périphériques, ce qui peut être un enjeu périlleux, difficile à cause du temps généré pour mettre en place ces accès périphériques. Donc ne pas hésiter à recourir à l'accès intra-osseux qui offre des bons débits de perfusion et de remplissage, avec comme particularité de se mettre en garde contre la ponction d'un os traumatisé. Et donc l'accès intra-osseux sera utilisé uniquement sur un membre non traumatisé. Il peut offrir la possibilité de réaliser un bilan au décours de cet accès vasculaire qui n'est pas systématique. En tout cas, le groupage sanguin, le dosage de l'hémoglobine, de la glycémie et du lactate peut être intéressant, sachant que le lactate a un seuil discriminatif identifié comme facteur de risque de mauvais pronostic de 2 millimoles. Le soluté de maintenance qui sera mis de principe à condition que la glycémie est maintenue sera le sérum salé isotonique.
Stratégie de traitement du choc que je ne détaillerai pas donc plus que ça, c'est avant tout de comprimer les hémorragies extériorisées, voire en cas d'échec de ces compressions, la mise en place d'un garrot. Il n'y a pas de généralisation de l'usage des dispositifs de compression type pantalon anti-choc dans la traumatologie pédiatrique. Le remplissage sera de 20 000 kg par bolus avec un maximum de 500 ml en usant, nous en parlerons, de colloïdes ou de sérum salé isotonique. Ce remplissage peut être renouvelé une fois et c'est après 2 remplissages qu'on doit se poser la question de mettre en place des vasopresseurs type noradrénaline. Puis, si on en dispose de concentrés de globules rouges, sachant que lorsqu'on atteint un remplissage cumulé de 80 ml/kg, nous sommes dans une situation de transfusion massive et il faut penser, si on en dispose, d'adjoindre à ces remplissages de globules rouges du plasma frais congelé, des concentrés plaquettaires, idéalement au rapport de 1 à 1. La prise en charge du D, du statut neurologique, prend en compte plusieurs éléments. Le score de conscience peut être utilisé à ce moment-là, la recherche de signes de localisation et la recherche et le traitement de signes d'hypertension intracrânienne. L'évaluation de la conscience fait appel à des scores qu'on a l'habitude d'utiliser et qui ont été conçus justement pour cette situation-là qui est le traumatisme crânien, c'est le score de Glasgow, avec la particularité pour l'enfant de moins de 5 ans d'avoir une échelle adaptée. Vous retrouvez les mêmes items pour les 4 points d'ouverture aux yeux. C'est principalement sur la réponse verbale qu'il y a des différences, où on considère qu'un enfant qui a de moins de 5 ans, qui a des capacités d'expression habituelles, a son score complet sur la réponse verbale. Il perdra un point si cet enfant présente des pleurs, ou uniquement des pleurs à la douleur, puis des jaillissements à la douleur, et enfin aucune réponse. La réponse motrice ne fait pas appel à la réponse aux ordres, mais au mouvement spontané habituel. Sinon, nous retrouvons les mêmes items sur la réponse motrice que chez l'enfant de plus de 5 ans ou l'adulte. L'hypertension intracrânienne nécessite d'être recherchée et en clinique, on a peu d'éléments en préhospitalier pour documenter ça. On a uniquement la clinique avec la mydriase, qu'elle soit unie ou bilatérale, qui doit être prise en considération comme une hypertension intracrânienne jusqu'à preuve du contraire. On peut, avec les ultrasons, faire appel aussi pour les opérateurs expérimentés au Doppler transcrânien dès l'étape préhospitalière. Le traitement à la phase préhospitalière de cette hypertension intracrânienne fera appel avant tout à la correction des axos, avec en amont vérifier que nous avons été efficaces sur la correction de l'hypoxie, efficaces sur la correction de l'hypovolémie. Parfois, ces simples actions suffisent à garantir une pression de perfusion cérébrale suffisante et corriger les signes de mydriase. Si malgré ces prises en charge de l'hypoxie de l'hypovolémie, la mydriase persiste, alors il faut mettre en place dès le temps préhospitalier une osmothérapie qui se fait le plus souvent avec le mannitol, avec des bolus de 0,5 g/kg. Le sérum salé hypertonique peut être utilisé aussi. Cette information devra conduire à une orientation neurochirurgicale, évidemment. La prise en compte de l'exposition au traumatisme comprend l'évaluation de l'environnement au sens général, qui est un terme un peu général, puisqu'on va déshabiller l'enfant intégralement en prenant soin de le réchauffer, de maintenir une normothermie, en prévenant surtout l'hyperthermie. La mise en place de mesures antalgiques qu'on va un petit peu détailler, l'interrogatoire des témoins, et communiquer et orienter cet enfant avec les services d'aval. Les stratégies d'antalgie font appel, selon l'âge, à l'hétéro ou à l'auto-évaluation. Le traitement de cette douleur fait appel à des mesures non médicamenteuses, à ne pas oublier, puis des antalgiques de palier 1 et 3. L'association à des co-analgésiques qui peuvent être... la kétamine peut aussi avoir sa place à ce stade-là. Et il y a de la diazanalgésie qui est utilisée par certaines équipes également. Ne pas oublier, on n'est pas vraiment dans la situation de l'enfant polytraumatisé avec un trauma crânien, mais sur une fracture de la diaphyse fémorale isolée ou des plaies du genou. On peut utiliser de l'anesthésie loco-régionale qui est déléguée aux équipes d'urgence sous la forme du bloc iliofacial. Normalement, jusqu'à 12 ans, on ne peut utiliser dans le transfert de compétences que de la lidocaïne. Certaines équipes utilisent de la naropéine dès le plus jeune âge, avec un bloc qui peut être utile, efficace, jusqu'à l'arrivée à l'hôpital, puis l'imagerie, puis même la mise en traction lorsque la sanction n'est pas chirurgicale.
La stratégie d'interrogatoire doit être aussi structurée pour ne pas partir dans des interrogatoires qui impacteront sur le délai d'intervention et le délai d'arrivée au trauma center. Et donc l'acronyme proposé est celui de AMPLE, qui reprend quelles sont les allergies de cet enfant, est-ce qu'il prend des médicaments, quel est son passé médical, ses antécédents, depuis quand est-il à jeun, et quelle a été l'exposition au traumatisme, quelles sont les circonstances du traumatisme, sachant que les facteurs de risque qui ont été identifiés de gravité sont un enfant piéton contre un véhicule avec une vitesse de plus de 40 km/h, un enfant qui a fait une chute de plus de 3 mètres, un accident de la voie publique à grande vitesse, un traumatisme pénétrant ou un écrasement, et bien sûr à prendre en compte la possibilité d'un traumatisme non accidentel. Stratégie de communication avec le service d'aval sera le reflet de toute votre observation sur le ABCDE qui a été mené jusqu'ici. Il peut faire, à ce stade-là, il peut être aidé par un scorage de la gravité, notamment sur des échelles qui sont bien connues, telles que le Pediatric Trauma Score, qui fait appel à des items aussi simples que le poids, la liberté des voies aériennes supérieures, la pression artérielle systolique, l'état neurologique, la présence de plaies ou de fractures, sachant qu'un score inférieur ou égal à 7 est identifié comme potentiellement grave et un score inférieur ou égal à 4 a été décrit comme un facteur de risque indépendant de décès. L'orientation de ce patient sera discutée avec le médecin régulateur, avec idéalement un transfert vers un trauma center pédiatrique, sinon un trauma center polyvalent, et la possibilité d'avoir recours à un SMUR pédiatrique qui peut être d'intervention régionale à condition que ça n'augmente pas les délais d'intervention. On a vu que les équipes spécialisées étaient plus à l'aise par rapport à la prise en charge des particularités du patient, ce qui pourrait avoir comme impact, même si ça n'a pas été étudié, de diminuer tout ce qui était difficulté d'intubation, d'accès vasculaire. Donc en synthèse, l'arrivée de l'équipe SMUR sur les lieux doit être structurée et prendre en charge l'enfant selon la déclinaison ABCDE, avec la prise en charge des voies aériennes supérieures en prenant garde au rachis cervical, la prise en charge de l'évaluation de la respiration avec une oxygénation optimale et une ventilation, une utilisation de la séquence rapide pour intuber cet enfant en monitorant bien le TCO2 et contrôler un éventuel pneumothorax. Au niveau de la circulation, l'évaluation structurée de l'état circulatoire de cet enfant avec la mise en place d'accès vasculaires, débuter les remplissages, plus ou moins complétés, par des vasopresseurs et des produits sanguins. Le contrôle des hémorragies sera important. Au niveau du D, l'évaluation neurologique complétée par une analgésie-sédation et éventuellement une osmothérapie si on identifie une hypertension intracrânienne qui sera persistante malgré correction d'hypoxie, hypovolémie. Et enfin, le E comprendra l'évaluation de l'exposition, le contrôle de la température et l'orientation vers un centre adapté. Je vous remercie.